Tout à l'heure, on a énuméré votre filmographie, François Truffaut, une filmographie très importante. Finalement, il y a une question que je me pose. Est-ce que François Truffaut, critique, est satisfait de ce que François Truffaut, cinéaste, a réalisé jusqu'ici? Pas vraiment. Pas vraiment, mais comment dirais-je, j'ai fait 15 films et je m'en donne encore 15 à faire. Alors, je raisonne exactement comme quand je suis au milieu d'un tournage. Quand je suis au milieu d'un tournage, je dis, je suis pas tout à fait content. Je pense qu'il faut maintenant se rattraper dans la deuxième moitié. Il doit y avoir là-dedans les restes, vous voyez, d'une éducation un peu trop faite sur la culpabilité. Si bien que je veux toujours progresser, je voudrais faire mieux. Je pense souvent que j'aimerais mieux mes films si j'en étais spectateur que l'auteur. Parce que si j'en étais spectateur, je verrais le principe, je verrais les intentions, j'aimerais énormément le matériel qui est manipulé dedans, évidemment, et je serais probablement moins exigeant sur l'exécution. Tandis que les ayant fait, je revis, quand je les vois par hasard, toutes les fautes d'exécution, et évidemment, dans la mesure où il y a quand même une... Je sais que la recherche de la perfection est une chose stupide, mais elle est quand même nécessaire. Il y a l'idée, quelquefois, de faire un film qui constitue un objet parfait. Or, ce n'est jamais un objet parfait. François Truffaut, vous êtes quand même ce que l'on peut appeler un solitaire en quelque sorte. Est-ce que, pour juger d'un film à la fin ou au montage, etc., ou quand le film est fini, est-ce qu'il y a des gens proches, un ou deux, trois, quatre personnes à qui vous demandez leur avis avant que le film sorte? Oui, toujours, oui. Il y a un ami qui est cinéaste d'ailleurs, qui s'appelle Jean Aurel, à qui je demande toujours de venir, même plusieurs fois, 5 ou 6 fois. Quelquefois il a lu le scénario, quelquefois il ne l'a pas lu. En tout cas, il n'a jamais assisté au tournage, il ne connaît pas les endroits. Et lui est très précieux pour me dire, on confond tel endroit et tel endroit, on confond tel personnage et tel personnage. On a l'impression que votre fil directeur c'était ça, mais à un moment vous l'avez oublié pour faire ci et ça. Et ces critiques me servent beaucoup pour corriger le montage. J'ai lu quelque part une phrase en ce qui vous concerne, qui était, si vous voulez, un petit peu une phrase portrait que je trouve très jolie, mais elle ne correspond peut-être pas à la réalité. C'était à peu près ceci, François Truffaut, vieux jeune homme triste qui ne vit que pour le cinéma. Oui, non, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai pas l'impression d'être triste. Je ne sais pas. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça parce que c'est un peu oppressant à force, vous voyez. C'est rare, comment dirais-je, à mon âge, de ne rien savoir d'autre dans la vie, de ne pas savoir nager, de ne pas savoir faire du ski, de ne pas savoir danser, de ne pas savoir une langue étrangère, de ne pas savoir... c'est quelquefois oppressant. J'ai l'impression que tout a été vers le cinéma et qu'il n'y a pas eu de place pour quoi que ce soit d'autre. Et quelquefois, j'en souffre un peu, mais en même temps, je pense que c'est ma destinée. C'est frustrant le cinéma, à haute dose. Frustrant, non, c'est le... Comment dirais-je? On est frustré du reste de la vie. Mais il est probable que je n'appréciais pas beaucoup le reste de la vie puisque j'ai tout porté sur le cinéma. Alors il y a aussi quelque chose peut-être un petit peu de paradoxal. Vous l'avez reconnu, enfin quand vous étiez critique, et c'est de notoriété, vous avez subi diverses influences importantes. On peut citer les principales, Renoir, Lubitsch, Cocteau, Hitchcock. Comment, au milieu de toutes ces influences, la personnalité de François Truffaut a pu faire surface, a pu émerger? Ça, c'est difficile de retrouver le cheminement. Il y avait des raisons différentes d'être, pour moi, probablement, adolescent, cinéphile, d'être attiré par ces gens. Il y avait des raisons différentes. Il y avait probablement quelque chose qui me... Il y avait probablement un besoin de préciosité qui m'attirait vers Cocteau, quoique Cocteau c'est mieux que la préciosité, mais enfin, disons, une espèce de poésie faite de choc. Il y avait, pour Hitchcock c'est très clair, c'est la peur, c'est la peur et le sentiment, comment dirais-je, et l'anti-documentaire, c'est-à-dire la volonté de tenir les gens, même avec une histoire petite, de les empoigner, vous voyez, de faire un récit qui soit assez oppressant, empoignant. Ça, je crois que ça vient vraiment d'Hitchcock. Renoir, c'est de la vie, c'est la compréhension des autres, c'est l'idée que il faut comprendre les gens, entrer dans leur raison, ne pas les juger trop vite et essayer de voir leur bonne foi, en quoi ils sont de bonne foi. Lubitsch, ça rejoint Hitchcock, c'est plutôt une leçon de style, c'est plutôt comment raconter la chose sous sa forme la plus intrigante, pas forcément la forme comique, mais la forme la plus intrigante, parce que là aussi l'intrigue va contre le documentaire. C'est un travail qui est fait presque entièrement contre l'idée de documentaire, je ne sais pas comment vous dire, parce que le documentaire ressemble à la vie alors qu'il s'agit de s'opposer à la vie.
donc d'être toujours narratif, toujours romanesque, toujours intrigant, toujours intéressant. Mais quand vous avez commencé à tourner vos premiers films, ces maîtres n'étaient pas quand même trop encombrants quand vous étiez derrière la caméra, quand vous Non, dirigez? parce que j'ai choisi de commencer par des choses qui étaient très proches de moi. C'était des choses d'enfance. J'ai commencé à 25 ans, j'avais peur des adultes, je ne les comprenais pas, et j'avais l'impression de bien comprendre les enfants et de bien me faire comprendre d'eux. Alors j'ai commencé par ce petit film qui s'appelle Les Mistons, avec des enfants du Midi. Ensuite, je suis passé à l'histoire d'un seul enfant, qui était Les 400 coups, qui comportait des éléments autobiographiques, ce n'est plus un secret aujourd'hui. Et à cause de ça, j'avais un repère réel, j'avais des références réelles, vous voyez. La difficulté a plutôt été avec mon deuxième film, Tiré sur le pianiste, parce que là, tout d'un coup, je manipulais des choses loin de moi. Mais on était encore dans un monde affectif, quand même, le monde des sentiments, que je n'ai finalement pas quitté, même à travers des histoires policières. Vous avez dit: «Je ne fais pas part de toutes mes préoccupations dans mes films parce que je ne trouve pas toujours la forme pour les véhiculer». Est-ce à dire que le cinéma, finalement, a des limites? Non, c'est moi qui ai des limites. Le cinéma, il a les limites d'un art qui est tellement concret. C'est-à-dire que c'est un art où il est grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Vous montrez des choses magnifiques et vous donnez l'impression de ne pas en être responsable, à la différence de l'écrivain qui fait une très belle description, du peintre qui fait un très beau tableau. Il y a donc quelque chose de très pudique dans cet art qui me plaît, vous voyez. On peut toujours, oui, on peut toujours donner l'impression qu'on est un idiot, qu'on n'a pas fait exprès que ce soit beau. Et j'aime ce côté détourné. D'un autre côté, il y a une trop grande précision dans l'image cinématographique qui crée des problèmes, par exemple, si on aborde l'érotisme, qui peut très bien réussir en littérature et qui est en général un échec en cinéma parce que tout d'un coup, l'image dit trop. L'image donne trop de précision sur ce corps, elle donne trop de précision sur ses amants, elle donne trop de précision sur ses étreintes. Là, il y a un problème. Mais le problème est soluble quand même. Il y a des solutions de mise en scène, de photographie, il y a des solutions. Quelles sont justement les préoccupations importantes qui vous hantent et que vous n'avez pas encore portées à l'écran, parce que vous n'avez pas trouvé le véhicule? Je ne sais pas vraiment parce que je ne me souviens pas de cette déclaration. Je pense que finalement, j'arrive à faire peu à peu les choses qui me préoccupent. Vous voyez, j'ai mis longtemps avant de trouver la façon de construire un film qui serait sur mon métier, sur le cinéma. Et puis j'ai fini par faire la nuit américaine. Euh, je crois que un film sur la mort est difficile à faire, mais je crois que je trouverai la solution et qu'à un moment ou l'autre, je ferai bien un film sur la mort et peut-être aussi même un film sur le sexe, sur les problèmes amoureux sous un angle plus physique, soit à travers un personnage, soit à travers... Alors ce sont des choses qui cheminent, on prend des notes et puis un jour on trouve la solution. Je crois quand même que tout est possible normalement. Film sur le sexe, ça serait une révolution. Vous êtes quand même un homme très pudique. Oui, je pense pas que ce serait un film très physique visuellement. Je pense pas que ce serait un film de nudité. Ça, c'est vrai que j'ai des objections assez fortes à la représentation de la nudité au cinéma. Mais de- les préoccupations des gens, pas seulement sentimentales, mais sexuelles, sont importantes, oui. Vous êtes d'accord si l'on dit que finalement, votre avant-dernier film, Adèle H, qui est sur les écrans romans en ce moment, finalement, c'est en quelque sorte un film physique aussi. Oui, absolument. C'est la volonté de faire un film d'amour qui ne soit pas sentimental, enfin qui soit effectivement de montrer les... J'avais le désir de montrer les effets physiques de l'amour, l'amour qui fait mal, l'amour qui rend malade, l'amour qui fait trembler, l'amour qui donne la fièvre. Ça, oui, je l'ai beaucoup voulu et probablement c'est même ce qui m'a attiré dans cette histoire d'Adèle Hugo. Enfin, l'une de vos préoccupations, vous avez pu la porter à l'écran, c'est naturellement l'enfance et l'adolescence. C'est plus qu'une préoccupation quand même chez vous. Oui, parce qu'on n'en a jamais fini là. C'est comme les histoires d'amour d'ailleurs. Pourquoi? Effectivement, je navigue entre les histoires d'enfants et les histoires d'amour, c'est certain. Parce que il me semble que les autres histoires, on ne peut les raconter qu'une fois. Vous voyez, il me semble que si on fait le pont de la rivière Kwai, eh ben, 2 ans après, on ne peut pas refaire le pont de la rivière Kwai. Tandis qu'une histoire d'amour n'est jamais la même. N'est jamais la même. Si la fille est plus âgée de 6 ans ou plus jeune de 6 ans, c'est une autre histoire. Si l'homme... Je ne sais pas, ce sont des... Et c'est pareil avec les enfants, on n'en a jamais fini. Et des histoires, des projets d'enfants, j'en ai énormément.
mais je ne veux pas les faire, comment dirais-je, à la suite parce que je n'aimerais pas non plus être spécialisé. Alors, je fais de temps en temps un film d'enfant, mais pas deux à la suite. Mais vous ne pensez pas qu'au niveau justement de cette préoccupation, au niveau de l'adolescence, la spécialisation a commencé? Voyons par exemple la trajectoire d'Antoine Doinel, par exemple. Vous qui êtes à la fois homme de plume et homme de cinéma, est-ce qu'il n'y avait pas la tentation, au niveau d'Antoine Doinel, d'en faire un personnage de roman plutôt que de porter tout cela au cinéma? Est-ce qu'il n'y a pas une dualité entre l'écrivain et le cinéaste? Il y a une dualité à tel point que j'aime beaucoup accompagner mes films de livres, c'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de plaisir ces dernières années à publier des livres, à publier mes anciens articles dans les films de ma vie, à publier des livres d'André Bazin en faisant la préface, parce qu'il a été quand même le critique français le plus important, critique de cinéma le plus important de l'après-guerre. Vous lui avez d'ailleurs dédié votre premier film. Oui, Les 400 coups est dédié à André Bazin. Il y a les scénarios que j'ai publiés quelquefois à la demande d'éditeurs américains, parce qu'en Amérique, la littérature de cinéma est très importante. Donc j'aime beaucoup et j'ai consacré un film entier au livre qui est Fahrenheit 451. Donc effectivement, j'ai un tiraillement, je ressens un tiraillement entre les livres et les films. Et le dernier film, L'argent de poche, au départ était un recueil de nouvelles. J'ai C'est ça. commencé par écrire deux, trois petites histoires qui faisaient 7 pages, 12 pages. Et puis au bout d'un moment, j'ai abandonné cette forme-là, j'en suis arrivé au scénario. Je me suis dit, mais non, on peut faire comme dans La Nuit américaine, tout peut s'entremêler et ça fera un film. Et ça m'a excité davantage de le faire comme film. Justement, vous parliez d'un livre, les films de ma vie, qui est paru chez Flammarion, où vous parlez finalement de tous les genres de cinéma que vous aimez, qui vous ont touché, qui vous ont ému, que vous avez admiré. Et il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y en a un Oui, nombre considérable. oui, il y en a beaucoup, beaucoup finalement. Beaucoup, c'était un recueil d'articles en réalité, des articles qui remontent à il y a une vingtaine d'années, à un moment où Quand vous le, collaboriez le, à Art et au Cahier du au cahier cinéma. du cinéma, le cinéma américain était peut-être plus riche que maintenant. Il était dans cette période de transition, c'était la fin des grands studios et le début de la production indépendante. Il était peut-être plus quantitativement, qualitativement plus riche que maintenant. Le cinéma français, par contre, était assez pauvre, mais il y avait quand même quelques cinéastes qui m'intéressaient beaucoup, comme Bresson, Cocteau, sur lesquels j'ai écrit pas mal. Et, et puis voilà. Mais je n'ai pas cessé d'écrire parce qu'il me semblait, j'avais peur de perdre l'entraînement. Mais évidemment, aujourd'hui, comme metteur en scène, je n'écrirai que pour dire du bien, parce que ça serait absurde un metteur en scène qui se mettrait à critiquer les confrères. Vous avez déclaré notamment que vous n'aviez pas d'affection pour la société dans laquelle vous viviez, mais que vous ne souhaitiez pas la destruction de cette société. À partir de là à vous cataloguer comme un cinéaste bourgeois, c'est un pas que certains ont franchi. 3 points. Oui, Alors, mais ça me tourmente pas. Ça me tourmente pas parce que je n'ai pas la préoccupation des étiquettes. Je sais pas comment dire. Il y a des gens qui s'évanouissent si on les traite de bourgeois ou si on les traite de fascistes. Je ne m'évanouis pas, vous voyez. C'est-à-dire que je suis comme tout le monde, je suis pris dans mes contradictions, mais je m'arrange, comment dirais-je, je suis quand même en règle avec moi-même. Autrement dit, je trouve qu'on confond trop souvent l'idée de société et l'idée de civilisation. Et peut-être c'est d'avoir travaillé beaucoup avec Rossellini. J'étais aussi son assistant pendant quelques années. Et Rossellini adore la science, adore la médecine. Et lui m'a appris que l'invention des t-shirts en coton, des sous-vêtements de coton, avait fait reculer la mort, par exemple. Que les gens s'étaient mis à vivre beaucoup plus vieux quand ils... Donc je ne peux pas, si vous voulez, participer à un mouvement de dénigrement général. Alors, je ne pense pas que la société soit bien faite ni qu'elle soit juste, mais je pense que l'idée de civilisation est bonne. Et je l'ai exprimé dans un film comme L'Enfant sauvage. Pour moi, il ne faisait aucun doute que l'enfant était mieux chez le docteur Itard, malgré les abus du docteur Itard qui voulait absolument lui apprendre à lire, à écrire, ce qui était inutile pour cet enfant trouvé dans la forêt. Mais quand même, sa vie chez le docteur Itard ou dans la société des hommes était plus heureuse que dans la forêt. Dans ce sens-là, c'était un film un petit peu à rebrousse-poil, si vous voulez, des idées modernes. Et c'est la même chose pour Fahrenheit, parce que Fahrenheit est un film en faveur de la culture, en faveur des livres, alors que maintenant on dit à quoi bon tous ces livres qu'on a lus, il faut détruire. Mais je crois que les idées de contre-culture, si vous voulez, sont quand même des idées de luxe qui sont possibles pour des gens qui ont été gavés de culture. Et d'un autre côté, en ce qui me concerne et ce qui concerne les personnages que je montre, sont des gens qui ont été privés de culture. Donc c'est un trajet inverse. Et j'ai généralement dans mes films des personnages qui sont en dehors de la société, mais qui finalement ont été écartés par la société, donc souhaiteraient y entrer. Et c'est ça qui fait probablement quelquefois, on dit que je suis un cinéaste bourgeois, par rapport à des jeunes gens qui, eux, étaient très bien dans la société et ont envie de ruer dans les brancards et d'aller rejoindre l'enfant sauvage. vous dites aussi que pour vous, la vie, c'est une tentative perpétuelle pour se faire accepter.
Oui, c'est complémentaire, voilà, exactement. Se faire accepter parce que probablement j'ai des personnages qui ont été rejetés au départ, donc ils veulent se faire accepter. Si nous venons maintenant peut-être au plan technique, cinématographique proprement parlé. Le montage, une importance capitale pour vous. Oui, parce que le montage, le film meurt au fur et à mesure qu'on filme. On dit c'est bien parce que c'est vivant, mais en réalité c'est pas vrai. On fait mourir les choses en les filmant. Et le montage peut les faire renaître un peu. Je ne sais pas comment dire. On peut faire chanter le film à nouveau. Vous voyez, on peut faire chanter les plans, on peut faire chanter les images. On donne en tout cas une forme. Le moment où un film a une chance de ressembler à de la musique, c'est grâce au montage. Les cadrages, les mouvements de caméra, vous les faites aussi sur le tas ou c'est vraiment préparé minutieusement? Comment ça se passe? Non, parce que je tourne presque toujours dans les vrais endroits. Je tourne très peu en studio, à part La Nuit américaine et Fahrenheit 451. Donc le découpage se fait en arrivant dans l'endroit. On voit d'après les possibilités de l'endroit, d'après aussi après avoir répété avec les comédiens. Les comédiens sont prioritaires quand même, normalement. Les mouvements des acteurs, s'ils ont besoin. Il y a des comédiens qui préfèrent, qui n'aiment pas jouer en mouvement, d'autres au contraire que ça met à l'aise de jouer en mouvement. Et c'est après ces répétitions qu'on détermine la place de la caméra, généralement. C'est vous qui vous adaptez aux comédiens? Oui, je trouve que c'est ça, c'est la logique de la chose, oui. Et puis alors au Oui. niveau par exemple aussi des dialogues, vous modifiez par exemple votre dernier film qui est en cours de montage, L'argent de poche là avec des enfants très très jeunes, là ça a dû être vraiment très très difficile au niveau du dialogue. Comment Pour vous des faites? enfants, on ne peut pas écrire du dialogue. C'est absurde. Un dialogue d'enfant écrit par des adultes, c'est une chose très pénible. Alors les enfants, on leur explique la situation et ils sortent le dialogue avec leurs mots à eux. Ils ont un sens très fort du réalisme, de la vérité. Donc ça, c'est une collaboration. Il faut collaborer avec les enfants. Alors ça demande, je suppose, un film comme celui-là, comme L'argent de poche, des kilomètres de pellicule. Combien vous avez Voilà, oui. de kilomètres de pellicule par exemple maintenant au montage? 50 000 mètres, oui. 50 000 mètres pour en retenir 2 000, oui. Là, il faut ça pour les enfants. Il faut ça parce que ils ne peuvent pas suivre. Quand ils ont fait beaucoup d'erreurs, on ne peut pas leur donner 5 instructions. Ils en oublieront 3. Donc, il faut leur dire les choses une par une. Il faut fragmenter beaucoup plus. Mais les surprises, les cadeaux qu'ils vous font, les choses qu'ils amènent sont plus fortes que ce que peut amener un adulte. Si vous voulez, avec un adulte, vous avez le scénario qui s'améliore. Quand tout va bien, le film devient mieux que le scénario. Quand ça va mal, le film devient un peu moins bien que le scénario. Mais avec les enfants, c'est de 1 à 10. Ça devient fabuleux. Ça devient. Et puis par contre, des moments entiers, il faut les oublier, les laisser tomber parce que l'idée était trop théorique et ne leur convient pas. Il faut donc être très souple. Je dirais pas qu'il faut être prêt à changer d'histoire, mais il faut être prêt à changer les détours de l'histoire. Être comédien, c'est une tentation que vous avez de cas en cas dans vos films. Que j'ai de temps en temps. Oui, 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 j'ai franchi le saut surtout avec l'enfant sauvage. oui. Et Petite c'est apparition dans la Lâches, là, mais rapide. rapide. Un Et, symbole? et puis, non, comme ça, non, petit plaisir. Et puis, le rôle de la nuit américaine du metteur en scène. C'est une expérience qui vous apporte quoi personnellement? Ah, c'est un très grand plaisir. C'est un plus grand plaisir au tournage. On a une impression de contrôle absolu parce que au lieu de décider, de prendre les décisions derrière la caméra et d'espérer que tout va se passer comme prévu, on prend les décisions devant. Vous voyez, on bouge comme acteur et on dit à l'équipe technique, on dit à l'opérateur, voilà, je commencerai à la fenêtre, j'irai jusqu'à la porte, puis je reviendrai, puis je m'assoirai. On a une impression de liberté extraordinaire. On a l'impression que la mise en scène est contrôlée complètement. Évidemment, quelquefois, on ne se voit pas jouer, on ne se sent pas jouer. C'est-à-dire qu'il faut avoir sur le tournage une personne en qui on a très confiance et qu'on regarde dès que la prise est finie pour voir si elle approuve la façon de jouer. Parce que c'est difficile de se voir soi-même. Ou alors il faut le faire avec l'équipement vidéo de façon à pouvoir se juger tout de suite. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Vous avez été l'un des critiques cinématographiques les plus féroces, je le disais dans l'introduction tout à l'heure, l'un de ceux qui a pris la Bastille d'un certain cinéma français, qui a disparu. Il y a eu la nouvelle vague, et puis maintenant, il semblerait que le cinéma français est presque retombé à son niveau d'avant cette nouvelle vague. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette Ah situation? non, moi je ne Non? suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que je considère que la nouvelle vague a fait des conquêtes qui ne sont pas perdues et qu'il n'y a pas eu trahison. Je pense que le cinéma que nous aimions avant, il n'est plus là peut-être parce que certains metteurs en scène ont disparu ou sont retirés du métier. Vous voyez, il reste Bresson, disons, parmi les cinéastes que nous aimions beaucoup. Tati travaille moins, Renoir ne fait plus de films, mais Becker est mort.
Mais il y a, je ne sais pas moi, Éric Rohmer, Yvette René, vous voyez, pour prendre trois exemples qui apportent quelque chose de très précieux qui n'existait pas. D'autre part, dans les films de la nouvelle vague, en tout cas dans les films du jeune cinéma, il y a une, comment dirais-je, moralement une santé plus grande que dans le cinéma français de l'époque. Vous voyez, il n'y a pas de personnages ridiculisés, par exemple. Je pense que moralement, l'attitude du metteur en scène vis-à-vis des personnages est plus noble qu'autrefois. Il y a, il y a des films certainement commerciaux, sordides ou vulgaires, mais ils ne sont pas le fait de jeunes cinéastes. Ce qui arrive quelquefois qui n'existait pas à l'époque. Disons qu'à l'époque où j'étais critique, il y avait sur 10 films, 8 ne voulaient être seulement commerciaux et 2 seulement voulaient être artistiques. C'est cela contre quoi nous avons lutté. Aujourd'hui, la tendance s'est renversée. Le cinéma est devenu aléatoire sur le plan commercial. Il n'intéresse plus beaucoup les gens d'argent. Donc sur 10 films, en général, 8 ont des prétentions artistiques et 2 sont faits seulement pour l'argent. Et le problème, c'est que quelquefois, les 8 qui sont faits avec des ambitions artistiques ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions. C'est-à-dire que le niveau, la barre, si vous voulez, comme disent les sportifs, on met la barre trop haut quelquefois, et les intentions, quelquefois, sont meilleures que l'exécution. Voilà tout ce qu'on peut reprocher, je pense, au cinéma, pas seulement français d'ailleurs, on pourrait étendre ça aux autres pays autour. Euh, mais sinon, la physionomie du cinéma français maintenant et il y a 20 ans est incomparable. Il y a 20 ans, c'était très difficile de trouver des films pour leur donner le prix de Luc à la fin de l'année, pour envoyer au Festival de Cannes, pour envoyer au Festival de Venise. Maintenant, non. Maintenant, il y a un véritable embarras du choix. On critique toujours la sélection de Cannes et le prix de Luc, mais le choix se fait parmi un espèce d'éventail. On n'est pas obligé d'aller chercher, comment s'appelle-t-il, Noël pour donner le prix de Luc au casse-pied, vous voyez, comme on a fait il y a 20 ans. Et puis, naturellement, vous seriez déçu si je ne vous posais pas la question. Le cinéma américain dont vous êtes passionné, quelle est la santé de ce cinéma-là? Ah, par contre, moi, le cinéma américain me paraît moins bon qu'avant. Mais peut-être que je suis pas juste, que peut-être que je ne suis pas impartial. Non, je ne vois pas tout le cinéma américain. Le cinéma américain qui me passionne est celui des metteurs en scène que j'admirais autrefois, comme Hitchcock. Malheureusement, Hawks ne travaille plus. Euh, D'autres metteurs en scène que nous admirions, je ne veux pas citer leur nom, mais enfin, nous ont finalement déçus dans la poursuite de leur carrière. Cooker vous a déçu? Euh, Oh, il a eu du mal à travailler. Non, c'est pas Cukor, je pensais plutôt à Preminger. Hmm. Mais maintenant, celui qui m'intéresse le plus, c'est le cinéma qui est fait par des jeunes gens des pays de l'Est qui ont émigré aux États-Unis. Vous voyez, pour moi, le meilleur metteur en scène américain actuel, c'est quand même Roman Polanski, Miloš Forman, Ivan Passer. Ça ne veut pas dire que le cinéma américain n'est pas bon, puisqu'ils deviennent américains, si vous voulez. Et le cinéma américain du début du parlant a été fait aussi avec les Allemands, les Hongrois. C'est un phénomène naturel que l'Amérique absorbe les étrangers comme ça. Une chose qui m'a frappé tout à l'heure dans ce que vous disiez, quand nous préparions cette émission, les problèmes de financement pour un film. Est-ce qu'un cinéaste comme vous, François Truffaut, a du mal pour trouver de l'argent pour faire un film? Du mal, pas réellement, tant que je suis au-dessous du million de dollars. C'est-à-dire, vous voyez, c'est oui, vraiment, au-dessous du million de dollars, je peux trouver le financement. On peut me le refuser dans une maison et me l'accepter dans une autre, ce qui est arrivé pour Adèle et ce qui est arrivé pour La Nuit américaine. Et je pense que si j'avais des prétentions plus grandes, ce serait difficile. Mais c'est normal, comment dirais-je, c'est aussi parce que c'est un cinéma intimiste, qui a quelquefois un peu trop de références littéraires, ou qui s'adresse à un public assez fidèle, mais pas tellement nombreux. Un public, disons, qui heureusement est assez éparpillé dans le monde. C'est le public, on le trouve à Londres, on le trouve dans quelques villes en Amérique, on le trouve ici, en Suisse, en Belgique, en Scandinavie. Plus difficilement dans les pays où on fait systématiquement le doublage, comme l'Espagne et l'Allemagne. Mais je trouve ça normal, si vous voulez, parce que c'est ou ça, ou un cinéma socialisé. Et le cinéma socialisé, c'est-à-dire les scénarios soumis à l'appréciation d'un bureau, d'un comité, franchement, je n'y crois pas beaucoup. Dernière question, enfin, il semble que finalement, vous êtes un homme avec une planification très très précise. C'est-à-dire qu'il y a une étape définitive, marquée, pour le cinéaste que vous êtes, vous arrêterez, puis ça sera autre chose, parce que je pense que vous êtes curieux, vous avez envie de faire d'autres choses, vous le soulignez tout à l'heure, ou C'est pas un métier qu'on abandonne facilement, vous voyez. C'est ce qui est terrible dans les métiers artistiques, c'est que les artistes deviennent un peu fous, font de la paranoïa, je ne suis pas encore là, mais ils ont tendance à se croire indispensables et ils ne veulent pas prendre la retraite. Ils devraient la prendre, mais ils ne veulent pas. Et en général, les metteurs en scène à qui on ne permet plus de faire des films sont très malheureux. Et ça me trouve beaucoup, ça. Je ne sais pas si j'aurais la sagesse de renoncer pour écrire, par exemple, ce qui serait logique.
Mais je ne sais pas si j'aurai cette sagesse-là et j'ai bien peur, évidemment. On cherche la preuve de sa vitalité dans le désir que les autres ont de vous faire travailler. Et ce qui fait que les fins de carrière de cinéaste sont souvent assez tristes. Et je le vois beaucoup à Hollywood, ça.